Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Erika Beret, ministre des Outre-mer. Vous avez la parole, Madame la ministre. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aujourd'hui au fronton de notre Constitution. Le combat pour l'égalité est constitutif de l'histoire de la France. Et pourtant, dans ce pays au sein duquel l'égalité revêt un sens si particulier, si puissant, d'une manière presque unique au monde, c'est dans ce pays que certains citoyens souffrent encore de criantes injustices du simple fait de leur lieu de vie. Actuellement, le taux de mortalité infantile est dans les DOM en moyenne celui qui prévalait dans l'Hexagone il y a 23 ans. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé en Martinique et 3 fois plus élevé à Mayotte que dans l'Hexagone. Le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé à La Réunion que dans l'Hexagone. Rien ne peut excuser les disparités dont souffrent nos 3 millions de concitoyens ultramarins. Car c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque de pareils écarts sont constatés. De tels retards ne seraient acceptés dans aucun département hexagonal. Il est maintenant temps, plus que jamais temps, et vous serez, je crois, tous d'accord avec moi, de garantir à nos concitoyens ultramarins l'égalité réelle, c'est-à-dire, au-delà du droit, l'égalité dans les faits. C'est une question de dignité, et j'irai même plus loin, c'est une question plus fondamentale, plus essentielle, plus vitale, une question de fierté. Ce projet de loi, porteur de mesures à la fois importantes et concrètes, permettra d'amplifier à ce que les gouvernements successifs de cette mandature se sont acharnés avec conviction à réaliser depuis 5 ans, redonner à nos compatriotes la fierté d'être ultramarins, la fierté d'être français, la fierté d'appartenir à cette République océanique. Porter une politique de fierté, c'est poursuivre le combat pour la justice sociale. Cette longue marche vers le respect et la dignité est déjà largement entamée. Et permettez-moi de saluer en cette journée si particulière la mémoire de Gaston Monnerville, de Léopold Bissol, de Raymond Vergès et Aimé Césaire, qui se sont battus avec opiniâtreté et passion pour que les Outre-mer participent pleinement à la République. C'est grâce à ces 4 parlementaires que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion sortirent du statut colonial qui était le leur pour devenir des départements français. Cette loi, cette belle loi du 19 mars 1946, que nous connaissons tous, fut votée à l'unanimité. Je voudrais souligner ce point, car il est pour moi fondamental. En dépit du contexte économique, et notamment budgétaire, très difficile de l'après-guerre, les représentants de la nation n'ont pas transigé avec les principes de la République. Oui, les Outre-mer sont la France. Oui, les Outre-mer font la France. Ce projet de loi vise ainsi à parachever l'égalité sociale dans les 4 départements d'outre-mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à l'accélérer pour le département de Mayotte. Grâce au soutien déterminé du président de la République, François Hollande, qui s'est engagé à faire adopter et mettre en œuvre le projet de loi dès 2017, et à celui des premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, les montants de nombreuses prestations sociales, notamment le complément familial, vont être, comme vous le savez, harmonisés sur ceux de l'Hexagone. Il s'agit là de mesures de justice sociale qui permettront aux familles ultramarines de bénéficier des mêmes droits que les familles de l'Hexagone. C'est une belle et grande avancée qui peut être actée aujourd'hui. Porter une politique de fierté, c'est permettre aux territoires de construire, en lien avec l'État, un nouveau modèle de développement pour les Outre-mer. Les politiques publiques seront désormais différenciées et respectueuses des spécificités et des besoins de chaque territoire. C'est toute l'ambition de ce projet de loi. Les plans de convergence
seront déterminés par les départements et collectivités d'outre-mer en partenariat avec l'État afin de définir leur stratégie de développement au plus près du terrain. Porter une politique de fierté, c'est combattre les discriminations dont souffrent encore les ultramarins. Nous interdisons toute discrimination en raison de la domiciliation bancaire des personnes. Trop souvent, nous le savons, nos 1 million de concitoyens ultramarins résidant dans l'Hexagone se voient refuser leur demande de crédit en raison d'une domiciliation bancaire dans les Outre-mer. Et cela doit cesser. Chacun doit bénéficier des mêmes droits dans ce pays. Mais lutter contre les discriminations implique également de s'attaquer aux représentations. Les Outre-mer s'avèrent encore trop souvent absents des médias nationaux. En ne montrant pas la vitalité, la dynamique, l'élan pris par ces territoires, nous reproduisons les clichés erronés à leur sujet. Nous demandons donc au secteur audiovisuel public d'accroître dans son cahier des charges la visibilité des Outre-mer et notamment dans ses programmes dédiés à l'actualité. Il est en effet crucial que les Outre-mer soient mieux connus et reconnus. C'est ainsi que nous parviendrons à lutter contre les clichés qui freinent les ambitions dont souffrent les Outre-mer et à réduire les discriminations intolérables et insupportables dont ils sont trop souvent victimes. Porter une politique de fierté, c'est poursuivre le combat contre la vie chère. Et concrètement, pour ne donner qu'un seul exemple parmi les nombreuses dispositions en la matière, je parlerai des grandes et moyennes surfaces à Mayotte et en Guyane, qui devront négocier un tarif de gros maximal à l'égard des petites surfaces de détail. Et cette mesure permettra de contenir les prix pratiqués au sein des petits magasins alimentaires, je pense au Douka à Mayotte, et de soutenir leur activité si nécessaire. En Nouvelle-Calédonie, nous allons par ailleurs progressivement aligner les prix des services bancaires sur ceux de l'Hexagone. Cela constituera un gain important pour nos concitoyens calédoniens. Porter une politique de fierté, c'est renforcer la continuité territoriale au bénéfice des ultramarins. D'abord, les tarifs d'affranchissement de courrier de moins de 100 grammes seront alignés sur les tarifs hexagonaux. Et concrètement, une lettre envoyée depuis Fort-de-France vers Paris coûtera autant qu'un courrier envoyé depuis Lyon vers la capitale. De plus, pour les familles faisant face à un deuil, les aides pourront contribuer à la prise en charge du voyage pour le transport du corps. Une question difficile, bien connue par les ultramarins résidant dans l'Hexagone. Il s'agit là d'une revendication très ancienne à laquelle nous répondons avec dignité. Porter une politique de fierté, c'est combattre le mal-logement qui porte atteinte à la dignité de nos concitoyens. Concrètement, nous simplifions les procédures afin de construire davantage de logements sociaux et de permettre à chacun de vivre dans un logement décent. C'était un impératif absolu que de lutter contre l'habitat insalubre. Nous devions d'y répondre. Des dispositifs d'accession à la propriété pour les logements sociaux seront créés. Nous avançons également en matière de logement intermédiaire afin d'offrir un parcours résidentiel au sein du parc locatif social et de donner de nouvelles perspectives à nos concitoyens. Nous créons par ailleurs des aides fiscales destinées à la réhabilitation du parc immobilier, privé comme social, vieillissant au sein de nos Outre-mer. Nous souhaitons ainsi offrir la possibilité à toutes les familles, y compris les plus modestes, de pouvoir s'inscrire dans un véritable parcours résidentiel et d'accéder à la propriété. Ces dispositions constituent également, vous l'avez bien compris, un soutien à nos TPE, PME et à la filière BTP et permettent la création d'emplois non délocalisables. Porter une politique de fierté, c'est également penser de nouvelles mobilités pour les Outre-mer. La mobilité est encore trop souvent conçue comme un départ vers l'Hexagone. Elle doit désormais être vue comme une mobilité depuis l'Hexagone. Il faut maintenant encourager les mobilités retour. C'est pourquoi le projet de loi permettra d'aider les jeunes à pouvoir revenir dans leur collectivité d'origine jusqu'à 5 ans après la fin de leur formation en mobilité. C'est un véritable progrès qui leur permettra de terminer leurs études et d'acquérir une première expérience professionnelle
avant de revenir au sein de leur collectivité pour y exercer leurs compétences. Des territoires comme la Martinique ou la Guadeloupe sont ainsi confrontés à un vieillissement démographique significatif. La Martinique a perdu pas moins de 12 000 habitants en 5 ans et sera, d'ici 2030, le 2e département le plus vieux de France. Et face à ces grands enjeux démographiques, nous agissons. Toujours dans l'objectif d'innerver le tissu économique ultramarin, de nouveaux talents, un dispositif de formation en mobilité avec garantie d'emploi au retour sera également expérimenté. Ce projet de loi crée aussi un passeport pour la mobilité en stage professionnel. Il permettra de financer des titres de transport nécessaires pour un stage hors du territoire. Cette disposition est fondamentale, car le tissu économique local n'offre pas toujours le stage recherché. Et c'est une avancée pour les étudiants, y compris en BTS, en IUT, comme pour les élèves de terminale professionnelle et technologique. Porter une politique de fierté, c'est enfin assumer notre histoire et construire une mémoire apaisée. La Polynésie française, comme chacun sait, fut le théâtre de 193 essais nucléaires de 1966 à 1996, afin que la France se dote d'un outil essentiel en période de guerre froide, la dissuasion nucléaire. Si ces essais permirent à notre nation d'accéder à l'indépendance stratégique et militaire, aujourd'hui vitale, ils n'en eurent pas moins des conséquences terribles au plan sanitaire pour nos concitoyens de Fénois, comme pour les travailleurs du Centre d'expérimentation du Pacifique. En ce moment solennel, historique même, je tiens à ce que nous saluions l'engagement que le Président de la République a formulé à Papeete en février 2016. François Hollande, soucieux que la France regarde son histoire avec courage et lucidité, a non seulement reconnu le fait nucléaire, mais a également annoncé une refonte de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. L'État fit déjà preuve de justice lorsqu'il mit fin, par exemple, à l'inégalité de traitement entre militaires retraités français et étrangers, pour la plupart africains ayant servi dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. François Hollande a souhaité favoriser la même prise de conscience nationale au sujet des essais nucléaires menés en Polynésie française. Trop souvent, trop longtemps, les demandes des victimes des essais se sont vues rejetées du fait de critères trop restrictifs. Conformément aux engagements du Président de la République, le gouvernement a donc souhaité apporter une réponse ambitieuse à la hauteur de cet enjeu historique, en assouplissant considérablement les critères en vigueur. Vous le savez, c'est une méthode que je me suis attachée à défendre tout au long de l'examen de ce projet de loi. La co-construction avec les parlementaires nous a donc permis de décider ensemble de supprimer le critère du risque négligeable pour permettre à toutes les victimes d'être indemnisées. Une commission sera par ailleurs mise en place afin de veiller à ce que ces indemnisations bénéficient le plus efficacement possible aux victimes et d'évaluer le dispositif ainsi modifié. C'est l'honneur du Président de la République d'avoir souhaité avancer vers une mémoire apaisée. C'est l'honneur de ce gouvernement et du Parlement d'avoir porté un progrès majeur en faveur des victimes des essais nucléaires. C'est l'honneur, enfin, de ce pays, de notre pays, de regarder son histoire en face et de l'assumer avec ses ombres et ses lumières. Aujourd'hui, incontestablement, nous en écrivons ensemble une nouvelle page et c'est tout l'honneur de la politique que de se porter à la hauteur de l'histoire. Mesdames et messieurs les sénateurs, c'est avec une certaine émotion, je dois l'avouer, que je vous présente aujourd'hui le projet de loi Égalité réelle Outre-mer. Au terme d'un parcours législatif rapide, intense et dense en échanges, monsieur le rapporteur, tout ce travail a été mené en moins d'1 an. Vous le savez, en tant qu'élu local, en tant que député de la première circonscription de l'île de la Réunion, en tant que secrétaire d'État à l'égalité réelle, et maintenant, en tant que ministre des Outre-mer, le combat pour l'égalité m'a mobilisée à chaque instant. C'est une conviction que je porte. Nous devons assurer un sens concret à cette belle valeur de l'égalité. Je crois que nous pouvons, toutes et tous, être fiers du chemin que nous avons parcouru ensemble
Et comme je l'avais annoncé en commission et comme cela a été réalisé avec vos collègues députés, je souhaitais mener avec vous un travail de co-construction. Le gouvernement a pris toute sa part à cette démarche collaborative à laquelle vous avez participé, tant en commission qu'en séance. Et je m'en félicite. Voilà la preuve de notre volonté partagée de travailler pour l'intérêt général et pour les Outre-mer, pour œuvrer en faveur des Outre-mer. Plusieurs membres de votre Assemblée ont plus particulièrement animé cette réflexion commune et méritent, à ce titre, mes remerciements appuyés. Je salue l'important travail mené par les rapporteurs, Mathieu Darnaud, rapporteur de la Commission des lois, pour son écoute constructive et son implication résolue. Pour Michel Magras, rapporteur des Affaires économiques et président de la délégation aux Outre-mer, pour sa détermination et son esprit toujours constructif. Pour Chantal Dessène, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Pour Vivette Lopez, rapporteur de la Commission des Affaires culturelles. Pour Jean-François Maillet, rapporteur de la Commission du développement durable. Pour Michel Cannevet, rapporteur de la Commission des finances. Pour Thani Mohamed Soilihi, porte-parole du groupe socialiste. Enfin, je tiens à remercier Georges-Paul Langevin, avec qui j'ai impulsé avec enthousiasme et détermination ce projet de loi, les assemblées locales qui ont été consultées, le CESE et son avis très pertinent. Je tiens plus particulièrement à remercier chaleureusement les quelques 2000 citoyens qui, à travers la consultation numérique, ont exprimé des propositions, des préoccupations qui ont permis d'enrichir ce projet de loi. En ce jour solennel, nous pouvons être heureux tous, autant que nous sommes, de porter au plus haut la fierté des Ultramarins. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me réjouis de l'accord auquel sont parvenus les membres de la CMP. Cela permettra, j'en suis certain, son adoption avant la fin de la législature, ce qui ne peut que nous réjouir. Ce texte démontre par ailleurs clairement la volonté de chacun et chacune, au-delà des clivages politiques et de la diversité des statuts, de permettre à nos concitoyens victimes d'injustices et d'inégalités pérennes de bénéficier des mêmes chances de réussite sur leurs territoires respectifs et ailleurs, au travers de la mise en œuvre d'un modèle propre de développement durable. En effet, ce texte ambitieux a pour objectif de modifier en profondeur la vie des quelques 2,7 millions d'ultramarins vivant sur nos territoires, car les écarts de niveau de vie entre la métropole et nos territoires sont criants et constituent notre quotidien. La liste des inégalités est bien longue, mais je souhaite plutôt me tourner vers les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous grâce à ce projet de loi. La CMP a notamment adopté plusieurs dispositions introduites ou modifiées à l'initiative du Sénat et visant à étendre le bénéfice du livret d'épargne et du livret de développement durable et solidaire aux territoires régis par l'article 74 de la Constitution, permettre l'utilisation des baux amphithéotiques dans les territoires ultramarins, permettre la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les enfants scolarisés de l'école maternelle au lycée par les caisses d'allocation familiale, interdire la discrimination en raison de la domiciliation bancaire, ce que j'ai moi-même dénoncé à de multiples reprises ici même et qui me ravit. Cela devrait empêcher par conséquent une pratique courante de certaines banques qui refusent un crédit à des personnes résidant dans l'Hexagone au motif que leur compte est domicilié outre-mer, ceci au mépris du principe de la continuité territoriale. Faciliter l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Polynésie française. Je ne m'étendrai pas davantage sur les mesures propres à Mayotte, mon collègue Mohamed Soilihi l'ayant fait précédemment. Néanmoins, ces mesures nouvellement introduites, nous pouvons rappeler de manière non exhaustive les autres mesures phares, l'instauration de nouveaux instruments de planification pluriannuelle, l'expérimentation d'une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans pour lutter contre l'illettrisme et le décrochage de nos jeunes, l'alignement du régime du fonds d'investissement de proximité sur celui de l'Hexagone, l'intégration du secteur du BTP dans la liste des secteurs prioritaires, ce qui rendra ces entreprises éligibles aux exonérations de charges prévues par la LODEOM, l'extension de nouvelles dispositions de la loi Montagne
en matière de téléphonie mobile aux Outre-mer. Toutefois, si je me réjouis de l'accord en CMP sur ce texte, je me désole que des mesures importantes aient été abandonnées, notamment concernant le dispositif de continuité postale qui aurait dû, selon moi, obtenir un meilleur sort, à l'image de la mesure relative aux obsèques permettant que le Fonds de continuité territoriale finance une partie des frais de transport des ultramarins résidant en métropole et devant se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré. La suppression du passeport pour la mobilité en stage professionnel qui aurait offert des aides au transport pour les élèves devant faire un long stage hors de leur territoire de résidence. La suppression de la mesure concernant la sensibilisation des élèves aux questions nutritionnelles dans le but de lutter contre l'obésité. Je déplore que cette mesure n'ait pas été maintenue, lorsque l'on sait que le nombre de patients atteints du diabète est très largement supérieur en Outre-mer. Je terminerai en rappelant que nous devons nous-mêmes, parlementaires, donner l'exemple en toutes circonstances, et cela passe également par une présence accrue des sénateurs lors de la discussion de textes spécialement à destination de nos territoires ultramarins. Néanmoins, ce texte constitue une étape capitale, même s'il reste encore du chemin, mais nous sommes résolument sur la bonne voie. Aussi, je me réfère à un célèbre discours de Martin Luther King. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans notre idéal. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son exigence devise, plus que jamais à explorer liberté, égalité, fraternité. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.